Bonjour. Je vais partager. Donc, si tu le souhaites, Lauriane, je vais démarrer tranquillement, ce qui va permettre aux retardataires de nous rejoindre. D'abord, merci, bonjour et merci à tous d'être présents ce matin dans cette période de congé pour certains. Je remercie en particulier nos deux partenaires de la Cleantech, que sont la région Occitanie et la société SOR, qui, au travers de Régis Ingous, spécialiste de l'eau au niveau régional et basé à Montpellier, et Marjorie Bertrand, hydrogéologue et intervenante sur tout le territoire national en tant qu'experte hydrogéologue chez SOR, d'être présent pour animer une discussion, ce qui nous paraissait un sujet intéressant, qui a été d'ailleurs proposé par ma collègue Lauriane Chitra, notre chargée de communication, à savoir qu'on est quand même dans un contexte hydrologique extrêmement variable depuis l'année passée. L'année 2023 est très marquée par un déficit de pluviométrie évident qui a conduit à de nombreuses sécheresses, à la fois sur des cours d'eau, mais également sur des ressources en eau souterraine, qui a duré jusqu'à l'hiver et même au printemps, et Marjorie nous éclairera sur ce sujet, notamment pour la région sud. Et puis une année 2024 qui est marquée par un retour d'une pluviométrie importante, parfois même assez intense, dans de nombreuses régions de France, avec associé parfois à des crues dévastatrices. Et donc on a tous en tête, je dirais, une pluviométrie hivernale et printanière plutôt marquée, un été qui tarde à venir. Je crois que c'est peut-être aujourd'hui le premier jour de l'été. Et donc, bon, on avait souhaité pouvoir faire le point avec vous deux et pour l'ensemble de nos partenaires sur, bon, qu'en est-il donc de la situation réelle de nos cours d'eau, mais surtout de ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire les ressources en eau souterraine, et en ce début d'été 2024. Donc c'est l'objet de ce rendez-vous de ce matin, et donc on va rentrer dans le vif du sujet avec, je crois, Marjorie en premier lieu. Alors, merci Isabelle. Donc, effectivement, le but là, c'est de faire un bilan des pluies qu'il y a eu sur le printemps. Alors, on va partir à l'échelle de la France et ensuite, on descendra plus en détail sur la région Occitanie. Les cartes que je vais vous présenter par la suite sont issues de Info Sécheresse, un site internet auquel vous pouvez accéder, un accès libre et gratuit, donc info-sécheresse.fr. C'est un service gratuit en fait d'information sur le risque de sécheresse à l'échelle de la France qui a été financé exclusivement par le groupe SOR et développé par Imagéo, qui en fait rassemble l'ensemble des données liées à l'eau. Donc on parle des données de la météo, on parle des données des eaux de surface et des données des eaux souterraines. Donc, ça vous permet de savoir chaque jour quelle est la situation. Et donc là, aujourd'hui, on va regarder plus en détail la situation sur la région Occitanie. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'était sur le volet météorologique. Donc, on va d'abord regarder la température. Alors, Isabelle l'a dit, effectivement, aujourd'hui, c'est certainement un des jours où il commence à faire un petit peu chaud. On rentre dans l'été. Je vous ai représenté ici la carte en fait de la température moyenne sur les 3 derniers mois, donc du 10 avril à peu près au 10 juillet. On voit globalement, mis à part le département de la Gironde, sinon globalement les températures sont proches des normales de saison, avec une situation qui est verte sur la totalité du territoire français. Ces données-là sont issues des données des stations météorologiques de Météo France qui sont en accès libre et gratuit et qui sont donc retravaillées pour cette carte. Si on rentre dans le détail de ce qui se passe sur les différents départements, donc là j'ai mis 4 départements de la région Occitanie, hein, donc l'Aude, les Pyrénées-Orientales, l'Hérault et le Gard. La situation est relativement homogène sur l'ensemble des différents points. Vous voyez les petits nuages correspondent en fait à la localisation des stations météorologiques. Donc la situation est verte. Sur le département du Gard et de l'Hérault, il y a quelques petits endroits où on a des points bleus. Donc ce sont des températures où on est
1 degré en dessous des normales de saison. Donc, effectivement, il fait un petit peu plus frais, mais finalement, pas autant qu'on pourrait le penser en se disant cet été, il ne fait pas très chaud. Mais finalement, par rapport à ce qui s'est vu dans le passé, alors dans le passé, certaines stations ont des mesures depuis les années 1920, donc ça fait quand même une centaine d'années. Cette année, finalement, en termes de température, on est sur quelque chose de relativement normal. Je vous parle des températures parce qu'on va le voir par la suite, ça a un impact sur les ressources en eau souterraines et superficielles. Maintenant, on va faire le bilan donc des précipitations. Alors, les précipitations, là, je ne vous présente pas le cumul de pluie sur 3 mois parce que c'est que la période printanière et on va voir que ça fausse un peu les résultats. Je vous présente en fait le cumul des pluies sur 6 mois. Alors, pourquoi 6 mois? Parce que donc, les indicateurs météorologiques standardisés, le cumul sur 6 mois est représentatif de la situation hydrologique vis-à-vis des ressources en eau. D'où la carte qui est présentée ici. Globalement, effectivement, une majorité de la France est dans une situation, effectivement, avec des cumuls de pluie beaucoup plus importants que par le passé. Hein. Donc, c'est toutes les zones en bleu. Alors, effectivement, plus on est vers le bleu foncé, plus il a plu sur les 6 derniers mois par rapport à ce qu'on a vu dans le passé. Et finalement, sur la région Occitanie, la région est verte quasiment partout, sur tout le territoire, où on est sur une situation normale par rapport à l'historique de données en termes de cumul de pluie. Maintenant, si on regarde dans le détail également des départements, alors l'Aude et les Pyrénées-Orientales, tout est homogène. Toutes les stations de suivi de Météo France indiquent qu'on est sur des cumuls de pluie qui sont normaux et conformes à ce qui était observé par le passé. Hein. Alors, je parle bien d'historique, hein, je ne parle pas des 2 dernières années, je parle de ce qui s'est passé sur les 50 dernières années. Si on regarde la situation sur le département de l'Hérault et du Gard, alors on voit qu'effectivement sur l'Hérault, il y a quelques petits endroits où il a un petit peu plus plu. Et sur le Gard, c'est un petit peu plus hétérogène, hein, avec la partie est du département du Gard qui a été un petit peu plus arrosée. Donc on voit effectivement qu'on est sur une situation considérée comme très humide. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus plu que les années précédentes. Et certains endroits où on est sur la moyenne. En tout cas, il en ressort que quand même, on ne voit pas de rouge sur cette carte. Donc, on n'est pas sur une situation de sécheresse vis-à-vis des précipitations. Maintenant, on va regarder un petit peu plus en détail donc, sur une des stations. Donc, on n'est pas très loin d'ici. On est sur la commune de Pugeot. Donc, on va regarder effectivement le cumul de pluie. Donc là, depuis 1992, donc première année d'acquisition par Météo France sur cette station, sont représentés le cumul des pluies donc sur 6 mois. Donc je regarde bien la période, on va dire, du début d'année, globalement de janvier à début juillet. Ce sont les cumuls de pluie qui sont représentés ici. Alors on voit deux extrêmes, hein, avec des années où il a très peu plu, comme l'année 2022, avec un cumul de pluie à 105 mm pour 6 mois, et l'extrême cette année 2024 avec 470, effectivement on est bien au-dessus. Alors en 2003, il a plu, la station météo n'a pas fonctionné, d'où le fait qu'il n'y ait pas de bâton. Il ne faut pas croire qu'il a fait 0 en 2003, ce n'était pas le cas. Bon, là, on voit que globalement, la moyenne, on est plutôt aux alentours de 200 mm. Et c'est vrai que cette année, on est quand même sur une situation exceptionnelle parce que sur cette station, sur 40 ans de mesure, finalement, au printemps, sur les 6 mois, là, on a eu beaucoup plus de pluie. On est comparable, en fait, à 2014 où on avait à peu près le même cumul. Maintenant, si on regarde dans le détail, ces 470 mm, comment ils se sont répartis en fait? Alors, on a eu l'impression qu'il pleuvait tous les jours. Alors c'est effectivement un petit peu le cas. On voit des petits bâtons là tous les jours, hein, sur les 6 mois. Des épisodes plus ou moins forts. Alors effectivement, là on est sur des pluviomètres, hein, qui sont installés sur des communes. Donc là, la commune de Pugeot, peut-être localement, s'il y a eu des orages, l'intensité était plus forte. Mais là, on est sur ce qui s'est passé sur la commune de Pugeot. On voit qu'effectivement, ça s'est assez bien réparti sur les 6 mois. Par contre, on est en train de parler de ressources en eau, d'état des nappes et d'état des cours d'eau. Et finalement, la période qui est la plus intéressante pour les ressources en eau, et notamment les ressources en eau souterraines, elle se situe au tout début de l'année,
donc entre janvier et avril, où on parle à ce moment-là de pluie efficace. Donc finalement, sur le graphique, la zone en fait qui nous intéresse ou qui est intéressante pour les nappes et également pour les cours d'eau, et finalement, c'est trouvé au mois d'avril et toutes les pluies qu'il fait maintenant, alors oui, elles sont utiles pour la végétation, mais elles ont un peu moins d'intérêt pour les nappes et pour les cours d'eau. On parle effectivement de précipitations efficaces. Alors, je fais un petit retour sur le grand cycle de l'eau, en tout cas sur une toute petite partie du grand cycle de l'eau. Bon, il y a les précipitations effectivement qui arrivent, la végétation récupère une partie de l'eau qui arrive par la pluie, il y a une partie qui s'évapore, il y a effectivement aussi un phénomène de transpiration. Et nous, ce qu'on appelle les pluies efficaces, ben, c'est les pluies en fait qui vont ruisseler, qui vont aller effectivement alimenter les cours d'eau, et ce qui va s'infiltrer et qui va effectivement rentrer dans les nappes. Et quand on fait le bilan en fait de ces pluies efficaces, c'est-à-dire qu'on enlève la partie de ruisselle, la partie qui s'est évaporée, ben on se rend compte que finalement, ben oui, il a plu cette année, mais ça n'a pas vraiment eu d'incidence sur les ressources en eau. Alors Météo France a fait une carte justement qui resitue les précipitations efficaces. Si on la met en parallèle avec la carte des pluies que je vous ai montrée tout à l'heure, où la France était bleue partout, l'Occitanie était verte, ben là finalement les pluies efficaces, donc ce qui a vraiment été utile pour les ressources en eau, on se rend compte que oui, il y a du bleu, mais finalement il y a eu quand même beaucoup de phénomènes de ruissellement. Isabelle a parlé d'inondations et effectivement, c'est pas ce type de phénomène extrême et intense, en fait, fait des dégâts, ça c'est une chose, mais il n'a pas forcément un réel intérêt pour les cours d'eau et pour les nappes, parce que l'eau ruisselle et après va se jeter dans les mers ou dans les océans. Et donc sur le Gard, hop, juste ici, pardon. Voilà. Effectivement, sur le Gard, on voit que les précipitations efficaces, c'est à peu près 200 millimètres. Si on les compare aux 470 dont je vous ai parlé juste avant, effectivement, il a plu cette année, mais les pluies efficaces qui ont servi aux ressources en eau, c'est moitié moins que ce qu'il a plu. Tout ça nous amène maintenant à regarder finalement l'état des cours d'eau. Donc l'état des cours d'eau, donc là c'est la carte qui représente, alors la délimitation n'est pas celle des départements, hein, là on est sur une délimitation par bassin versant, hein, à l'échelle des cours d'eau et des eaux de surface. Donc là, on regarde en fait le débit des cours d'eau, avec en vert une situation normale et en bleu une situation où le débit du cours d'eau est plus haut que les années précédentes. Donc là, c'est un indicateur moyen qui est donné. On va rentrer dans le détail par département pour voir un petit peu ce qui se passe sur le territoire. Alors, je reparle encore des Pyrénées-Orientales et de l'Aude où la situation est contrastée. On commence effectivement à voir apparaître un peu de jaune, c'est-à-dire des débits faibles. Alors faibles pour la saison par rapport à l'historique de données. Sur l'Aude, c'est pareil, avec également des stations qui sont plus en difficulté, en rouge, alors que vous vous rappelez, par rapport aux pluies, il avait plu partout, hein. La situation était normale. Par rapport au cours d'eau, c'est un peu moins le cas. Sur l'Hérault, à part quelques endroits dans le secteur de Béziers où effectivement les niveaux d'eau dans les cours d'eau sont faibles, sinon les principaux cours d'eau sur l'Hérault sont dans des situations à peu près normales au 15 juillet. Et alors là, donc, on fait un focus un peu plus précis sur le Gard. Vous voyez la délimitation des différents cours d'eau. Donc sur la Cèze, le Rhône, le Vidourle, le Gardon, à part également quelques endroits, donc plutôt sur le secteur du Vigan avec la Vis et la Dourbie qui vont avoir des débits un petit peu plus faibles que ce qui est mesuré par le passé. Sinon, on va dire que la situation est relativement normale pour les cours d'eau du département du Gard. En tout cas, la situation n'est pas critique au jour d'aujourd'hui. Si on regarde un petit focus sur les eaux de surface et donc les barrages, le taux de remplissage des barrages, alors la carte est à jour du 1er juin. Le bilan hydrologique de remplissage des barrages n'a pas encore été communiqué par l'Office français de la biodiversité.
On voit que les taux de remplissage des barrages sont relativement bons en termes de capacité. La situation a été tout l'inverse l'année dernière et encore plus critique en 2022. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur les nappes d'eau souterraines. Alors là, vous voyez la carte des nappes d'eau à l'échelle de la France. Alors, ce n'est pas un découpage départemental non plus, hein, c'est un découpage de nappes. On se rappelle toujours de la carte des pluies qui était bleue partout. La carte des nappes est un peu plus modérée. Alors là, ce sont des mesures qui sont faites principalement par les services du BRGM, hein, donc le Bureau de recherche géologique et minière français. C'est un service public qui a des points de mesure en fait sur les différentes nappes en France. Là, sont représentées ici ce qu'on va appeler les nappes phréatiques, donc les nappes qui sont proches de la surface, pas les nappes profondes. On parle des nappes qui sont proches des cours d'eau notamment et en relation avec les eaux de surface. Donc là, la situation est beaucoup plus contrastée. On voit des endroits qui sont déjà en rouge. Alors, si on fait un focus sur l'Occitanie, effectivement, on a déjà des situations en rouge. On va regarder plus dans le détail les différents départements. Alors, les Pyrénées-Orientales et l'Aude, effectivement, certaines nappes sont à des niveaux très bas. Alors, il faut quand même se rappeler qu'effectivement, il a plu en 2024, mais 2023, 2022 et les années un petit peu avant étaient des années sèches. Donc, même s'il a plu, en fait, les nappes n'ont pas rattrapé leur retard. Les pluies n'ont pas été suffisamment efficaces pour rattraper 2 à 3 ans de sécheresse sur ces secteurs. Si on regarde comment ça s'explique sur un point précis dans les Pyrénées-Orientales, on a le suivi. Donc là, c'est le suivi du niveau de la nappe qui est représenté donc depuis les années 2000, effectivement. Et on voit bien que sur les 3 dernières années, en fait, le niveau diminue. Alors que je vous avais dit juste avant qu'il avait plu dans les Pyrénées-Orientales. La situation était normale, mais finalement, la nappe ne s'est pas rechargée à cet endroit-là, d'où le fait que cette nappe soit un niveau de sécheresse élevé à cette saison, malgré le pluie qu'il y a eu. Maintenant, on va regarder ce qu'il se passe donc plutôt sur le département du Gard. Donc là, vous voyez on va dire les grandes nappes qui sont présentes sur le département du Gard. Elles ont chacune des couleurs différentes. Donc la couleur, c'est la valeur moyenne en fait de la situation de sécheresse. Bon, certaines, effectivement, sont en orange ou en jaune. Alors, ce sont des valeurs à modérer parce que très souvent, il n'y a qu'un point de mesure sur ces nappes-là. Alors, on a une information qu'effectivement, la situation est un peu tendue, mais on n'a qu'un seul point de mesure. Donc, pour le mettre au regard des données sur d'autres ouvrages, comme les ouvrages d'eau potable, par exemple. Si on regarde de façon générale sur la partie de la nappe de la Vistrinque, donc en contrebas de Nîmes et le secteur ici où on est sur Aramon, globalement les niveaux sont hauts, hein, on a du bleu, du vert, donc on est sur une situation avec des niveaux relativement hauts. On regarde juste, on fait un focus sur 2 points, donc Rochefort du Gard, donc là c'est pareil, il représentait en fait l'évolution du niveau de la nappe, donc vous voyez bien les moments où ça descend l'été, le moment où ça remonte parce qu'il pleut. Et finalement, oui, il a beaucoup plu sur les 6 derniers mois, mais le niveau n'est pas tant remonté que ça. On est encore en train de descendre et on a la même chose donc sur un autre point juste à côté du site où on se trouve, où effectivement le niveau de la nappe varie. Et là, malgré les pluies qu'il y a eu, en fait, ça a augmenté jusqu'au mois d'avril. Et puis là, de nouveau, c'est en train de diminuer. Et la nappe est en train de décroître, de se vidanger parce qu'il y a des prélèvements et que la pluie qui tombe, finalement, ne remplit pas la nappe aujourd'hui. Tout est capté par la végétation. Donc, tout ça, ça se traduit en lien avec les pluies efficaces dont je vous parlais. Donc là, l'histogramme que vous voyez, ce sont les pluies. Et le trait plein, c'est l'évolution du niveau de la nappe. Et on se rend bien compte qu'à partir du mois d'avril, malgré les pluies, le niveau de la nappe ne monte pas. C'est pour illustrer le fait que certaines pluies, et notamment celles qui fait maintenant, ne sont pas efficaces pour les nappes. Alors, on a fait le bilan sur les pluies, on a fait le bilan sur les eaux de surface et le bilan sur les nappes. Comment ça se traduit en termes de restriction d'eau alors là, c'est la situation au 12 juillet, mais c'est à peu près équivalent aujourd'hui.
Donc, il y a très peu de restrictions à l'échelle du territoire français. Vous le voyez sur la carte, hein, les principaux départements concernés par des restrictions d'eau sont situés sur la bordure méditerranéenne et sur la région Occitanie. Hein. Donc, on regarde un petit peu plus en détail. Donc, ça, c'est accessible sur le site Vigio, hein, donc le site mis en place par le gouvernement, où vous pouvez voir en temps réel les arrêtés de restriction d'eau. Sont concernés donc les Pyrénées-Orientales, l'Aude et l'Hérault. Le Gard, à aujourd'hui, n'a pas de restriction d'eau, même le premier niveau, qui est le niveau de vigilance. Il n'y en a pas sur le département du Gard. La préfecture du Gard avait prévu ce qu'on appelle un comité de sécheresse, donc un comité où est prise la décision d'une restriction d'eau ou pas. Cette semaine, il a été reporté au début du mois d'août parce que les valeurs sur les cours d'eau indiquaient que la situation était bonne. Donc, la préfecture a décalé le comité sécheresse sur le Gard. Ce n'est pas le cas des autres départements. Pour terminer, je vous ai juste remis la situation sur la carte de gauche au 12 juillet 2024 et sur la carte de droite au 12 juillet 2023. Donc, on voit qu'effectivement, les pluies du printemps, ou en tout cas les pluies du début d'année 2024, ont quand même été bénéfiques. La situation, mise à part sur l'Aude, les Pyrénées-Orientales et l'Hérault, est un petit peu plus compliquée pour ce qui concerne le département du Gard. La situation cette année est un peu plus sereine. En tout cas, on aborde l'été de façon beaucoup plus sereine. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des restrictions d'eau à l'automne ou en décembre si effectivement il n'y a pas de pluie sur cette période-là qui permettrait aux nappes de se recharger. Merci beaucoup, Marjorie, pour ces informations. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être les personnes sur cette partie-là. Logique. À la suite du webinaire avec Hervé Ingout sur les enjeux régionaux et les solutions apportées. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais faire la transition avec ce que vient de dire Marjorie sur les aspects sécheresse, puisqu'on voit que finalement, on a encore un certain nombre de secteurs qui sont en tension au niveau régional, même si la situation est contrastée. Peut-être pour redonner quelques éléments de contexte un petit peu globaux. Donc, on a à peu près 1,6 milliard de mètres cubes d'eau qui sont prélevés chaque année dans les ressources précédemment décrites, que ce soit des ressources souterraines ou superficielles. Et dans ce milliard 6, on a environ 40%, on va simplifier, qui sont dédiés à l'irrigation, 40% à l'eau potable et 20% à l'industrie, sachant que dans ces 20% pour les besoins industriels, se cache en réalité une large part qui correspond au refroidissement de la centrale nucléaire de Golfech. Donc finalement, les deux gros postes de consommation sont l'agriculture et l'eau potable, et ça renvoie aux deux principales activités économiques de la région Occitanie, qui sont l'agriculture et l'agroalimentaire et le tourisme, puisque dans les 38%, les 40% de consommation, enfin de prélèvement pour l'eau potable, on a bien sûr les prélèvements pour les habitants permanents, mais aussi des prélèvements qui sont utilisés pour les touristes de passage. Ce qui est important aussi à préciser, alors moi je représente la région Occitanie, mais finalement dans mon propos, vous verrez qu'on travaille très collectivement, l'ensemble des acteurs de l'eau de la région Occitanie dans le même sens, hein, pour essayer de trouver des solutions et améliorer la résilience du territoire régional par rapport aux problématiques à la fois de sécheresse et aussi d'inondation. Et ce qui est important à rappeler, c'est que la région, notamment, n'a pas de compétences dans le domaine de l'eau. Mais par contre, vous voyez bien au travers de ce qui est décrit dans cette slide qu'il y a un lien très fort avec le développement économique et l'aménagement du territoire, qui sont pour le coup des compétences des régions.
Sur la slide suivante, du coup, quelques éléments aussi pour rappeler qu'on a des problématiques à la fois qualitatives et quantitatives sur nos ressources en eau, sur nos milieux aquatiques. D'un point de vue qualitatif, on a des problématiques dont vous entendez tous parler, hein, sur des pollutions diffuses, nitrates pesticides par exemple, et des polluants émergents comme les PFAS, comme un certain nombre de perturbateurs endocriniens notamment. Au-delà de ça, il y a aussi des aspects plus liés à l'hydromorphologie. Donc, c'est vraiment le fait qu'on ait des cours d'eau qui ont été repris, calibrés, qui n'ont plus du tout leur caractère naturel original. Donc, on a vraiment un gros travail à faire sur tous ces aspects-là, sur la région Occitanie. Et donc, sur les aspects quantitatifs, on a essayé de définir, alors c'est une valeur qu'il faut prendre avec un petit peu de pincette, hein, mais on considère qu'on a environ 200 millions de mètres cubes de déficit moyen annuel entre les besoins en eau, donc les besoins en eau pour l'ensemble des usages humains et aussi pour les milieux, entre les besoins donc et les ressources disponibles. Donc ça, c'est vraiment sur une année météorologique moyenne. Et comme l'a indiqué Marjorie précédemment, on est sur des années qui sont assez nuancées depuis 2020. 2022 a été très très sèche. 2023 sur une portion aussi du territoire régional. Et 2024, on est sur des choses assez contrastées entre le littoral et l'arrière-pays. Mais donc des problématiques quantitatives extrêmement fortes sur nos territoires régionaux, qui vont s'accroître dans l'avenir, d'une part du fait des effets du changement climatique. Et vous voyez sur la carte qui figure à gauche que, en plus, pas de chance, les secteurs qui sont le moins arrosés, donc les secteurs en jaune, sont aussi les secteurs qui sont les plus peuplés, donc le littoral et puis l'axe Garonne. Et que, en parlant de population, on a une évolution de la population qui continue à s'accroître. On a 40 000 nouveaux habitants par an à peu près sur l'ensemble du territoire régional, ce qui porte la population à un peu plus de 6 millions d'habitants à l'heure actuelle et qui devrait faire dépasser les 7 millions d'habitants d'ici 2050. Donc là aussi, avec des gros soucis ou des grosses inquiétudes tout au moins, en termes d'alimentation en eau potable, en termes d'équipement, surtout ce qui concerne l'eau potable, l'assainissement, en termes d'imperméabilisation, d'artificialisation de nos sols, etc. Et se rajoute à ça, ce qui a été indiqué précédemment, le fait qu'on est sur un territoire qui est très attractif d'un point de vue touristique, avec, selon les chiffres de l'année dernière, un peu plus de 220 millions de nuitées par an, et qui est un chiffre aussi en augmentation. Alors, ce qui nous sauve un petit peu dans l'affaire, c'est que sur les consommations en eau, on est sur quelque chose qui se stabilise à peu près. Donc, on a une augmentation liée à l'augmentation démographique, mais pas forcément sur les consommations rapportées à la personne. Alors, bien sûr, tout ça a des impacts majeurs. Je vous mets des photos qui sont un peu catastrophiques, mais c'est aussi pour marquer les esprits. Sur les milieux, puisque vous voyez, j'ai pris exprès le pont du Gard parce qu'il n'est pas très loin des bureaux de mes collègues, et puis aussi parce que c'est un ouvrage emblématique de la région, qui est un ouvrage en plus qui parle bien d'eau. Mais vous voyez que le Gardon qui coule en dessous peut à la fois être en crue, comme ça a été le cas. Donc là, l'image, la photo date de 2002, mais aussi complètement à sec à d'autres périodes de l'année. Donc, il y a un impact sur les milieux. Et bien sûr, on a aussi un impact sur les activités économiques, que ce soit pour les inondations ou pour les sécheresses. Et concernant les sécheresses, puisqu'on est plutôt confronté à cela sur les dernières années, il y a bien entendu l'exemple des Pyrénées-Orientales, qui est sur quasiment 3 années de sécheresse. Alors un petit peu moins sur mars-avril de cette année, mais globalement,
On a un déficit extrêmement fort qui était de 50% de pluviométrie en 2022 et de 60% en 2023. Donc tout ça se cumule. Et quand on regarde les niveaux piézométriques, forcément, on a une incidence extrêmement forte. Et au-delà de ça, le risque, c'est d'avoir des ruptures d'approvisionnement en eau potable et d'avoir des restrictions pour les activités économiques. Donc là, ça fait le lien avec la carte des arrêtés sécheresse qui vous étaient présentés précédemment. Et ce qui veut dire que ça va avoir un impact sur les activités agricoles, sur le tourisme et sur l'agriculture. Vous avez quelques images en dessous là, qui montrent à quel point ça peut être impactant, hein, puisque en l'occurrence, on n'est pas simplement sur des pertes de récolte, on peut aussi, sur l'année 2023, être sur une perte de fonds, c'est-à-dire qu'on a des arbres, des vignes qui ont cramé, qui sont mortes, et qu'il faut remplacer, qu'il faut probablement remplacer pour la suite des événements. Également, ne pas oublier les cours d'eau, enfin tous les incidences aussi sur les milieux. Alors, pour être un petit peu optimiste et nuancer tout ce que je viens de dire, et bien montrer qu'on est sur un territoire sur lequel on a aussi des solutions, il faut rappeler qu'on a la chance sur le territoire régional d'avoir des milieux aquatiques qui sont présents sur tout le territoire régional, qui sont variés. On peut penser aux tourbières de montagne, aux torrents de montagne ou aux lagunes du littoral. Et bien entendu, avec en intermédiaire des cours d'eau, on a 74 000 km de cours d'eau sur la région. On a, au-delà des milieux aquatiques naturels, des infrastructures faites par la main de l'homme. Donc, on voyait tout à l'heure le pont du Gard, on peut penser au canal du Midi aussi. Et plus récemment, on a tous les ouvrages qui ont été faits par des opérateurs hydrauliques majeurs en région que sont BRL, qui gère, alors je vais y revenir, mais ce que l'on appelle le RHR, c'est le réseau hydraulique régional. Et puis la CACG qui a changé de nom récemment, qui s'appelle maintenant Rive du Sud-Ouest. Et il y a bien entendu d'autres opérateurs au sein des départements, au sein des syndicats, des EPTB qui sont présents sur le territoire régional. On a aussi des ressources qui sont pas forcément encore exploitées, qui méritent d'être étudiées. On peut penser à des ressources souterraines profondes. Et puis, on a tout ce que l'on appelle maintenant les eaux non conventionnelles, dont fait partie la réhute, les eaux usées traitées, la réutilisation des eaux usées traitées. Et là-dessus, j'y reviendrai, mais on est très, très en retard au niveau national hein, par rapport à d'autres pays, et il faut qu'on puisse maintenant accélérer sur ce levier-là. Et enfin, donc, last but not least, c'est vraiment important de rappeler que derrière tout ça, on a un nombre d'acteurs importants en région. Alors, certains parlent de millefeuilles et du fait qu'on est peut-être trop nombreux. Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Je pense qu'au contraire, il y a besoin de rassembler toutes les forces. Et sur le territoire régional, donc les syndicats, les EPTB, les parcs naturels régionaux, les départements, l'État avec l'appui des agences de l'eau. On est sur trois bassins hydrographiques différents, Adour-Garonne, Rhône-Méditerranée et Loire-Bretagne. Les universités, les laboratoires de recherche, qui sont une force vive du territoire régional, les industriels avec le pôle Aqua-Vallée, sont présents, la Cleantech bien sûr, la Clean Valley. Donc voilà, on a tout un nombre d'opérateurs, d'acteurs qui sont présents et qui agissent seuls, mais le plus souvent en synergie pour essayer d'apporter des solutions dans le domaine de l'eau. Alors, pour éclairer ce que la région Occitanie fait dans tout ça, je vais passer vite, hein, mais il y a tout un corpus de plans, de schémas qui ont été mis en place et qui intègrent bien le sujet de l'eau. Et on a aussi des outils partenariaux qui ont été mis en place, par exemple avec l'État, hein, le contrat de projet État-région 2021-2027 intègre bien le sujet de l'eau. On a une entente pour l'eau qui s'est mise aussi en place sur le bassin d'Adour-Garonne,
avec l'État, le comité de bassin d'Haut-Garonne et la région Nouvelle-Aquitaine. On a différents outils d'accompagnement qui sont des déclinaisons des plans dont je vous parlais précédemment. Donc globalement, au niveau de mon service, on gère une enveloppe entre 20 et 30 millions d'euros de subventions annuelles et qu'on amène au travers de dispositifs d'intervention pérennes, mais aussi parfois d'appels à projets, puisqu'on essaie de travailler sur certains sujets phares dont je vous parlais de l'économie circulaire de l'eau, de la reuse précédemment, de la désimperméabilisation, etc. Mais donc, vous voyez en rouge en bas à gauche, on a la spécificité au niveau de la région d'être propriétaire d'ouvrages hydrauliques et de disposer d'un réseau hydraulique régional. Alors, je vais vous montrer sur la slide suivante à quoi ça correspond. Donc, le réseau hydraulique régional tel qu'il existe actuellement, le voici. Donc, il est composé d'ouvrages qui ont été mis en place dans les années 50-60, donc d'ouvrages historiques qui sont les ouvrages en bleu sur la partie gare, héros, tout à fait à droite de la carte. Donc, ce sont notamment des canaux à ciel ouvert, hein, pour penser au canal Philippe Lamour, par exemple. Et tout ça a été prolongé récemment, sur la dernière décennie, par le projet Aquadomitia, qui a été décidé par Georges Frêche après une concertation, bien entendu, élargie avec l'ensemble des partenaires, et qui consiste, au travers de canalisations cette fois-ci enterrées, on a un linéaire d'environ 140 km, de pouvoir faire la jonction entre la ressource Rhône, qui est la ressource qui est captée par le réseau hydraulique régional tout à fait à l'est, et la ressource Orbe, puisque la région est également propriétaire du barrage des Monts d'Orbe. Et puis sur la partie ouest, on a un autre système qui est celui du Lauragais avec le barrage de la Ganguise. Donc la région Occitanie, et il n'y a que 2 régions en France à être propriétaires d'ouvrages, hein, avec les collègues de Sud-PACA, la région Occitanie est propriétaire en direct d'un patrimoine hydraulique qui est estimé à un peu plus de 2 milliards d'euros et qui permet de distribuer environ 120 millions de mètres cubes pour la seule partie Aquadomitia. Donc on est même un petit peu au-delà si on prend le système Lauragais. Ce qui est important, c'est qu'on est bien sur une gestion durable de l'eau, hein. L'objectif, ce n'est pas d'apporter de l'eau pour la gaspiller. On est sur une idée de multi-usage, c'est-à-dire que globalement, il y a une partie de l'eau qui est transférée dans ce réseau hydraulique régional qui est destiné à l'irrigation, mais il y a aussi une large part qui l'est pour la potabilisation, pour l'eau potable ou pour les milieux. On travaille en parallèle sur les économies d'eau, ça c'est très important de le dire, et il y a un petit chiffre en bas qui me semble important à rappeler, c'est que depuis 2007, donc qui correspond à peu près au moment où le projet Aquadomitia a commencé à germer, on a pu accompagner les agriculteurs et leur permettre d'économiser environ 177 millions de mètres cubes d'eau sur l'ensemble du territoire régional. Donc c'est à rapprocher des 120 millions de mètres cubes qui transitent dans Aquadomitia. Vous voyez bien que globalement, on essaye de privilégier les économies à la mobilisation de nouvelles ressources. Et puis, vous avez, alors peut-être, pardon Lauriane, si tu peux revenir juste sur la slide précédente, c'est moi qui n'ai pas été assez rapide, mais vous voyez qu'on essaye aussi de réfléchir de façon un petit peu globale, hein, sur à la fois la gestion de l'eau, mais aussi bien entendu sur des aspects biodiversité, énergie. Et parmi les sujets qui nous intéressent, et en lien cette fois-ci avec des aspects qualité et notamment température, on regarde, alors ce n'est pas un projet qui va se faire du jour au lendemain, hein, mais on réfléchit aussi à la possibilité de mettre en place des ombrières et des panneaux photovoltaïques sur des canaux, ce qui permettrait à la fois de faire de la production d'énergie renouvelable, mais surtout de réduire la température de l'eau dans nos canaux, parce que ça devient un sujet majeur. On a de l'eau qui dépasse les 25 degrés sur la plupart des ressources superficielles de la région. Et pour mémoire, 25 degrés, c'est la température théoriquement maximum pour potabiliser de l'eau.
Alors, juste, mais très brièvement, suite à la sécheresse de 2022, nos élus ont décidé de renforcer l'implication de la région au travers d'un nouveau plan régional qui a été voté il y a un peu plus d'un an maintenant, en juin 2023. Et qui a été intitulé « Tous concernés, tous mobilisés en Occitanie », qui intègre 70 actions qui finalement permettent de mettre en place différentes solutions. On parle de mix de solutions hydrauliques, un peu comme pour l'énergétique, et pour lesquelles la région doit mobiliser d'ici 2030 160 millions d'euros. Donc c'est quand même une somme importante. Alors, les trois axes qui ont été retenus sont, pour le premier, celui de la sensibilisation, de la mobilisation, de l'exemplarité sur les enjeux de gestion de la ressource en eau. Je vais vous présenter quelques éléments ensuite. Le deuxième concerne l'optimisation des usages de l'eau en alliant la sobriété et l'innovation. Et le troisième, la sécurisation des besoins, des milieux et des activités pour un meilleur partage de la ressource. Alors, les axes 2 et 3 sont très classiques. L'axe 1, dont je vais vous parler maintenant, provient aussi d'un souhait à la fois de nos élus et de l'ensemble des acteurs qui ont été associés à la construction de ce plan, de pouvoir renforcer la sensibilisation, considérant que finalement, sur le sujet de la raréfaction de la ressource en eau, on avait encore beaucoup de nos concitoyens et des habitants d'Occitanie notamment, qui n'étaient pas suffisamment informés ou pas suffisamment sensibilisés. Donc on va essayer de travailler sur différents outils pour ça. Et on va aussi travailler plus spécifiquement en matière d'exemplarité régionale sur nos lycées, les lycées publics régionaux. On en a 240 en région, qui en cumulé représentent des prélèvements d'un peu plus d'1 200 000 m3. Donc l'intérêt de travailler sur les économies d'eau dans les lycées, c'est à la fois de réduire les consommations en eau, mais aussi de pouvoir apporter des éléments de pédagogie aux lycéens et de pouvoir les sensibiliser justement sur tous les enjeux qui sont les nôtres en région. Sur le deuxième axe, juste après, donc l'optimisation des usages de l'eau, on est à la fois sur des notions de sobriété, d'économie d'eau, pour lesquelles on déploie différents outils d'accompagnement technique ou financier. Alors, je ne vais pas les passer en revue parce que je vais manquer de temps. Mais le deuxième sujet, c'est bien celui de l'innovation et de la réutilisation des eaux non conventionnelles. On a fixé un objectif qui est à la fois ambitieux et modeste par rapport aux 1,6 milliard de mètres cubes prélevés, mais de pouvoir réutiliser à minima 10 millions de mètres cubes d'ici 2030. Alors, comme je l'indiquais en préambule, au niveau national, on est extrêmement à la bourre sur ce sujet-là. Il y a moins de 1% de nos eaux usées qui sont réutilisées par rapport à des pays comme l'Italie et l'Espagne, où on est entre 10 et 15%, où l'Israël, on avoisine quasiment les 100%. Donc, on va essayer de travailler là-dessus. On a lancé un appel à projet il y a 2 ans qui a remporté un certain succès. Et quand on parle de réutilisation d'eau, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut réutiliser différentes ressources. Les eaux usées en sortie de station d'épuration, les eaux grises qui sont issues, par exemple, des salles de bain, les eaux d'exorde de mine, les eaux pluviales, et on peut les réutiliser pour un grand nombre d'usages qui sont l'irrigation d'espaces verts, qui sont le nettoyage urbain, qui sont le nettoyage des canalisations, etc. Alors, je vais passer à la slide suivante. Sur le troisième axe, on est sur la sécurisation. L'objectif, c'est tout d'abord de préserver et de valoriser les ressources et les milieux aquatiques régionaux, d'essayer de préserver l'existant. On parlait de micropolluants tout à l'heure, c'est un sujet qui est préoccupant et sur lequel on s'attelle.
De travailler aussi sur le réseau hydraulique régional en essayant de faire des économies d'eau sur ce réseau hydraulique régional et en essayant de voir les possibilités d'extension de ce réseau hydraulique régional. Vous avez dû voir dans la presse récente tous les articles qui évoquent une possibilité d'amener d'eau du Rhône jusque dans les Pyrénées-Orientales. Alors, on en est encore très loin parce que ce n'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, mais c'est fait partie des réflexions que l'on mène au niveau de la région avec l'ensemble de nos partenaires. Et précisément, sur les dimensions partenariales, on travaille avec un ensemble de collègues, les départements, les EPTB, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des solutions de sécurisation de l'approvisionnement en eau. Et on n'oublie pas dans cela tout ce qui peut être innovant, tout ce qui peut être expérimental. On pense à la recharge d'aquifères, on pense à des barrages souterrains, potentiellement même à des stockages d'eau usée traitée. Tout ça est en cours d'examen pour essayer d'apporter des solutions au niveau régional. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup, Régis, pour l'intervention. Est-ce qu'il y a des questions particulières pour les intervenants? Elsa, on a quelques-uns qui sont en train d'écrire. J'en profite pour faire une petite transition. Donc, on est parti vraiment d'un constat très détaillé et très cartographié par Marjorie de la situation hydrologique et hydrogéologique de la grande région Occitanie, pour arriver sur globalement une présentation de Régis qui touche vraiment aux stratégies globales d'adaptation des territoires et des activités humaines pour, je dirais, voilà, solutionner dans le temps le problème qui reste quand même prégnant, comme le disait Marjorie, de la disponibilité de la ressource. Et d'ailleurs, Régis, ta présentation est très orientée sur le volet, je dirais presque consommation humaine de l'eau, et notamment sur le volet reuse. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments de stratégie régionale sur l'adaptation du monde agricole à cette pénurie? Alors, c'est peut-être un sujet un peu large, hein, je m'en excuse. Non, alors c'est vrai que je suis pas assez vite sur ce sujet-là, mais il est forcément important quand on voit les volumes qui sont en jeu. Alors en agriculture, finalement, on essaye finalement de façon relativement identique à ce qu'on a pu mettre en perspective pour les autres usages. On essaye à la fois d'agir sur les besoins en eau, c'est-à-dire d'essayer de trouver des solutions, d'adapter aussi l'agriculture à la raréfaction de la ressource en eau. Donc là, on est vraiment sur des notions de transition agroécologique, d'agriculture de conservation des sols. Et puis, en parallèle de ça, et c'est ce qu'évoquait le chiffre de 177 millions de mètres cubes d'eau économisée, on essaye aussi d'optimiser les systèmes d'irrigation qui sont en place. Et là, sur le territoire régional et particulièrement sur la partie Languedoc-Roussillon, on est passé sur des systèmes d'irrigation qui étaient des systèmes d'irrigation gravitaires, ancestraux, où finalement on inondait certains champs, certaines parcelles, et on est passé à du goutte à goutte, qui forcément est beaucoup moins consommateur en eau. Donc on essaye d'agir sur l'ensemble de ces leviers-là. Pardon. Très bien. Quelques-uns donc, se sont manifestés dans le fil de la conversation. Je les remercie, en particulier Juliette, qui pose une question tout à fait pertinente, à savoir que bon, si Israël recycle à 100%, les solutions existent. Donc, quelles sont aujourd'hui les attentes en termes d'innovation dans la mesure où les solutions semblent exister? Alors, les solutions, elles existent, et ce qui est d'autant plus accablant sur ce constat-là, c'est que d'un point de vue technologique, il y a un grand nombre de technos qui sont françaises en matière de traitement des eaux usées traitées pour arriver à une qualité qui puisse permettre leur réutilisation. Le blocage était essentiellement réglementaire, avec une peur qu'il puisse y avoir des incidences sanitaires sur de la réutilisation d'eau usée traitée.
Et puis, je pense que ça renvoie aussi au fait que finalement, pendant très longtemps, on s'est cru à l'abri de tout problème de quantité de ressources en eau, alors qu'on est en plein dedans. Donc, il y a une évolution réglementaire qui a été engagée suite aux annonces du président Macron en mars 2023 et de la mise en place du plan eau national, avec un décret, différents arrêtés qui ont été promulgués sur l'année dernière, et encore très récemment, puisqu'on a un arrêté qui est sorti la semaine dernière, qui concerne la possibilité d'utilisation des eaux destinées à la consommation, non destinées à la consommation humaine, pardon, mais dans les maisons. Donc là, ça ouvre un certain nombre de perspectives. Et celle que j'évoquais, par exemple, la réutilisation d'eau grise. Donc, les eaux grises, ce sont les eaux qui proviennent des salles de bain, des lavabos, qui sont des eaux relativement peu chargées, faciles à traiter, ou voire même à réutiliser quasiment en direct. Quand on pense qu'on a de l'eau potable dans nos toilettes, forcément, ça pose question. Donc, est-ce que monsieur et madame ou madame Chéniaud, est-ce que ça répond à votre question relative à l'évolution récente de la réglementation sur la reuse, ou c'était qu'on revienne sur ce point? Oui, oui, en effet, merci beaucoup. D'autres questions? Nous participons à pousser dans la conversation une solution proposée par son entité, donc je vous laisse en reconnaissance. Et donc, il y a une question. Écoutez, merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Merci aux intervenants, Marjorie et Régis. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions par la suite. Et nous allons mettre du coup ce webinaire sur notre chaîne YouTube en replay. Voilà, écoutez, on vous souhaite un bel été à tous. Et maintenant, on en sait un peu plus sur la situation hydrique chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci.